Alors, donc je serai accompagnée pour ce webinaire de Lolita Tornard, qui fait donc partie de l'équipe Data Scientist d'Ethic Data. Notre présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire. Et certains d'entre vous nous ont posé des questions lors de leur inscription au webinaire. Donc nous sommes attachés à préparer cette présentation en tenant compte des questions qui nous ont été posées. Donc si à tout hasard vous ne retrouvez pas les réponses attendues, n'hésitez pas à nous poser les... Voilà, merci Stacy. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on vous y répondra au fil de l'eau ou en toute fin de présentation, si cela vous convient. Alors, donc ce webinaire est le troisième d'une série de 3 qui a été en fait consacrée aux nouvelles stratégies d'activation marketing qui permettent de gagner en pertinence dans sa relation client grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit aujourd'hui en fait de détecter les opportunités les plus profitables et d'investir là où c'est le plus bénéfique, et ceci est rendu possible grâce aux perspectives offertes par l'intelligence artificielle et la data science. Donc notre premier webinaire, celui du 15 mars, portait sur la réduction de l'attrition avec la création de son propre modèle prédictif anti-churn. Le deuxième webinaire, celui du 29 mai, traitait de processus de segmentation qui est basé sur le scoring d'appétence et ses différentes utilisations qui ont été mises en œuvre chez 3 de nos clients. Et le troisième, donc celui de ce jour, qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui qui s'adresse aussi bien aux directions marketing qu'aux directions commerciales, car nous sommes au cœur des préoccupations business, qui est comment réduire son cycle de vente en ciblant mieux et en activant un dispositif marketing ultra personnalisé. Voilà, les 3 webinaires qui ont été conçus. Alors, au programme de ce webinaire, on a scindé la présentation en 4 grandes parties qui seront que nous allons traiter en 30 minutes. Première partie, ça va être donc justement comment est-ce qu'on anticipe le potentiel et on transforme plus efficacement. On va donc notamment parler d'enrichissement massif et d'inflexion. On va illustrer ce dispositif avec 3 cas d'application via un site web dynamique pour les démarches commerciales et lors de campagnes emailing. Dans une troisième partie, on traitera du démarrage de son projet en mode agile et on finira par une démonstration rapide de la plateforme qui permet de créer en toute autonomie son propre modèle prédictif. Donc, je vais présenter rapidement Ethic Data en une slide. Donc, Ethic Data est une société du groupe Ethic spécialisée dans l'apprentissage et la modélisation prescriptive des comportements clients, en utilisant la technologie du machine learning et les big data. Les algorithmes comportementaux que notre équipe a développés en partenariat avec l'IMAG sont le résultat de 10 années de R&D et donc permettent d'anticiper les intentions clients avec un taux de bonne prédiction supérieur à 80% après apprentissage. Les 2 atouts majeurs de notre technologie résident dans l'enrichissement massif, puisqu'on enrichit jusqu'à 1200 variables, on va y revenir, et l'inflexion du comportement client, et c'est également au cœur de notre thématique du jour. Donc Lolita va revenir plus en détail sur ces 2 notions et ces 2 processus. Et pour terminer, nous sommes basés dans le sud de la France, à Montpellier plus particulièrement. Alors, aujourd'hui, donc, on parle beaucoup de la transformation numérique des métiers, notamment celui du marketing, avec l'arrivée de nouvelles technologies intégrant notamment de l'apprentissage automatique, qui permet donc d'automatiser un certain nombre de tâches et contribue à disrupter le marketing traditionnel en générant plus de pertinence et de valeur pour l'entreprise comme pour le client.
On privilégie d'ailleurs la notion de marketing augmenté à celle d'IA, car le recours à cette technologie, et plus particulièrement au machine learning, augmente fondamentalement les capacités humaines de création et d'innovation pour proposer des expériences clients plus pertinentes et enrichissantes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'apporter des réponses intéressantes aux questions que bon nombre de directions d'entreprise se posent, à savoir comment délivrer l'expérience la plus pertinente, comment générer la proposition de valeur la plus rentable, comment se démarquer auprès de ses clients et prospects et comment prendre une longueur d'avance sur son marché. Donc, première partie, comment anticiper et transformer plus efficacement. Alors, donc tout démarre par le processus de modélisation qui permet de répondre à deux questions. La première, qui sont mes futurs clients pour ce produit? Qui risque de me quitter? Qui dois-je contacter en priorité dans ma base prospect? Puis, deuxième étape, la partie prescriptive qui répond à la question comment opérer, comment organiser ces actions pour augmenter le taux de transformation, qu'il s'agisse de mes inactifs, de mes clients, de mes prospects. Chez Ethic Data, nous parlons du chemin d'inflexion. Cette technologie prescriptive unique permet de créer de la valeur sur des individus identifiés, permet de créer de la valeur notamment sur des individus identifiés à faible valeur et souvent mis de côté par les directions marketing. Ces deux processus, prédictif-prescriptif, sont automatisés avec des interventions ponctuelles des data scientists. Lolita va y revenir. Donc maintenant, pour parler plus particulièrement de la partie prédictive, les données dont nous avons besoin, ce sont 6 champs pour le B2C. Ces 6 champs sont les noms, prénoms, adresse mail, code postal, ville, adresse postale. Les champs peuvent être anonymisés pour une question de confidentialité en lien avec la réglementation RGPD. Il nous faut un minimum de 5000 lignes de contact et il nous faut également la variable cible. La variable cible étant la réponse à la question pour pouvoir créer le modèle. Donc, pour ce webinaire, on se focus plus particulièrement sur le B2C, mais cela ne veut pas dire qu'on ne traitons pas le B2B, seulement nous sommes encore en phase de R&D, d'exploration sur le B2B. Et donc, si vous avez des questions sur ce point, n'hésitez pas à nous contacter et nous soumettre vos projets pour que nous puissions vous en parler plus en détail. Louis, je vous propose qu'on réponde à la fin du webinaire à votre question. Et donc, la partie prescriptive qui va permettre de répondre à la question du comment. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de la base de données relative aux communications. Donc, toutes les communications qui ont été adressées jusqu'à présent aux individus, que ce soit les communications mail, SMS, que cela se fasse par le call, etc. Alors, maintenant, je passe la parole à Lolita pour nous parler de l'enrichissement massif. Bonjour. Alors, il faut savoir que la réussite d'un projet marketing réside à 80% dans les données analysées et à 20% dans les algorithmes utilisés. C'est-à-dire qu'on a beau avoir l'algorithme le plus performant du marché, s'il fonctionne sur une base de données pauvre, il sera toujours moins performant qu'un algorithme d'un algorithme basique qui fonctionne sur une base de données très riche. Le problème, c'est que les bases de données riches sont très rares et coûteuses. Souvent, on a en base de données qu'un nom, un prénom, des adresses personnelles qui ont un faible pouvoir discriminant. Il est bien plus rare d'avoir des données comme l'âge, l'âge, la catégorie socio-professionnelle ou autre, qui, elles, ont un fort pouvoir discriminant. Du coup, pour pallier à ce problème, nous, on va chercher des données dans des sources externes, donc c'est-à-dire d'aller chercher dans tout ce qui est accessible, sans limitation et sans aucun préjugé, toutes les données open data, donc c'est-à-dire DataGouv, l'INSEE, mais aussi des données météo. On a des bases de données en interne, donc toutes ces données vont permettre d'enrichir la base et seront rattachées aux données clients
pour permettre d'avoir des algorithmes qui fonctionnent beaucoup mieux, qui donnent des résultats beaucoup plus pertinents. Donc voilà, par exemple, pour un client, on a eu accès à sa base de données client, donc avec les 6 données obligatoires dont Nathalie a parlé précédemment, qui sont le nom, le prénom, l'adresse, le mail, le code postal et la ville. Il y avait aussi la donnée de la civilité et la variable cible, forcément, pour créer le modèle. On a créé ce modèle sur ces simples variables, on a obtenu un taux de bonne classification de 56%, ce qui est beaucoup trop faible. Du coup, on est passé donc à la phase d'enrichissement dont je vous parlais précédemment. On a rajouté plus de 870 variables, donc qui sont des estimations de profil, d'environnement, la météo, des notions de distance, d'événements, etc. Et on a refait tourner le modèle sur cette base de données enrichie et on a obtenu un score de bonne prédiction de 71% avant apprentissage. Donc après, on passe à la phase d'apprentissage pour atteindre les 80% attendus. Oui, parce qu'un modèle est validé qu'à partir du moment où il obtient un minimum 70% de bonnes prédictions. Oui. Sinon, le modèle reste en phase d'apprentissage et voilà. C'est ça. Du coup, donc là maintenant, je vais vous parler de l'inflexion. Donc, comment ça marche? En fait, dans la plupart des cas, les gens vont faire un modèle et écarter toutes les personnes qui ne sont pas appétentes. Donc là, c'est en répondant défavorablement à la question. Et du coup, toutes ces personnes vont être scorées. Leur score est faible, donc on les écarte de toutes les actions marketing. Donc on perd une grosse partie souvent de la base de données. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier parmi ces individus classés défavorables, enfin comme répondant défavorablement à la question, on va identifier ceux qui pourraient passer dans le groupe appétant pour peu qu'on s'intéresse de manière différente à eux, en adaptant la communication, en s'adressant de manière différente à eux. On peut les faire passer du groupe des personnes non appétantes au groupe des personnes appétantes et donc perdre une moindre partie de la base de données. Mais aussi, on va augmenter le score des personnes qui sont classées dans le groupe favorable, on va augmenter leur score pour les rendre encore plus appétantes aux produits ou pour répondre plus favorablement à la question. Donc là, pour ce faire, on a besoin de l'intervention des data scientists, c'est-à-dire que on va identifier donc, dans la base de données client, donc il y a les données personnelles. Si on prend l'exemple d'une personne qui veut vendre un produit A, elle va nous donner la base de données de ses clients, donc avec les informations obligatoires qui sont le nom, le prénom, peut-être des fois on aura l'âge, la catégorie socio-professionnelle, et tous les moyens de communication qui sont faits pour mettre en avant le produit, donc toutes les campagnes de pub, de SMS, par mail, etc. Parmi toutes ces variables qui vont permettre de créer le modèle, on va identifier avec le client celles sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas agir sur le sexe de la personne, son âge, on ne pourra pas changer son nom non plus. Par contre, on peut changer la personne qui veut vendre un produit A. Elle va nous donner la base de données de ses clients, donc avec les informations obligatoires qui sont le nom, le prénom, peut-être des fois on aura l'âge, la catégorie socio-professionnelle, et tous les moyens de communication qui sont faits pour mettre en avant le produit, donc toutes les campagnes de pub, de SMS, par mail, etc. Parmi toutes ces variables qui vont permettre de créer le modèle, on va identifier avec le client celles sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas agir sur le sexe de la personne, son âge, on ne pourra pas changer son nom non plus. Par contre, on peut changer la façon dont on s'adresse à eux. C'est-à-dire, on va pouvoir dire que les SMS sont envoyés tel jour à telle heure, les mails à tel jour à telle heure, avec un contenu spécifique. On va choisir ces variables, donc dire qu'on peut jouer sur l'heure de contact, on peut jouer sur le jour de contact, on peut jouer sur le contenu en disant que voilà, on va pouvoir agir sur la couleur du mail envoyé, sur le contenu du mail, sur l'objet, sur l'expéditeur, etc. Donc on va définir toutes ces variables sur lesquelles on peut jouer et créer un modèle d'inflexion, c'est-à-dire qu'on va analyser toutes les combinaisons pour chaque individu
et voir à un instant T de quelle manière il faut s'adresser à lui pour qu'il passe dans le groupe favorable pour augmenter son appétence. Voilà comment ça fonctionne à peu près. Donc là, je vais vous montrer quelques cas d'application pour lesquels on a utilisé cette partie prescriptive. Donc, par exemple, si on travaille pour une agence immobilière, on peut adapter chaque annonce à la personne qui va la regarder. C'est-à-dire que la personne va se connecter, on va avoir ses informations, on va appliquer un modèle dessus et savoir que là, par exemple, pour un couple d'enfants qui va... un couple avec un enfant qui va aller sur l'annonce de cette maison, le texte va être adapté. On va avoir vente de maison de charme avec 3 chambres à Marseillan. Les photos ne vont pas être les mêmes et le contenu de l'annonce et les points forts à mettre en avant ne seront pas les mêmes que pour une personne qui va se connecter. Si c'est par exemple un couple de seniors, le texte de l'annonce sera différent, les photos seront différentes pour essayer en fait d'adapter le contenu à chaque personne et de mettre en avant pour elle ce qui va la rendre l'annonce intéressante à ses yeux. Donc là, c'est pas de la segmentation, c'est vraiment de la stratégie adaptée à la personne. Chaque individu va avoir une annonce différente, un texte différent. À chaque fois qu'il se connecte et à un instant précis, l'annonce peut changer d'un jour à l'autre en fonction de l'individu, des événements, du contexte, etc. Là, si on passe au cas d'un argumentaire qui se fera soit par prospection téléphonique, soit en communication directe, en face à face, on va par exemple pouvoir pour une agence agir sur la date, sachant que l'agence travaille du lundi au vendredi, donc dire qu'on peut jouer sur ces jours-là, sur les heures, sur l'intonation, est-ce qu'il faut être un peu plus exclamatif, un peu plus sur la réserve, les mots-clés qu'il va falloir mettre en avant pour capter la personne, si l'interlocuteur doit être un homme ou une femme, la durée de l'argumentaire. Après, si l'entreprise nous dit, nous, en commerciaux, on n'a que des hommes, là, la variable ne sera pas identifiée comme variable influençable, donc on enlèvera homme ou femme. Ça va être adapté en fait à l'entreprise qui requiert ce service. Là, pareil, donc ça, c'est l'exemple le plus classique, c'est pour les mails. Donc là, on va découper le mail pour créer des variables d'inflexion. C'est-à-dire qu'on va dire, l'image, c'est une variable, la première image mise en avant, c'est une variable d'inflexion. L'objet, c'est une variable d'inflexion. La couleur, c'est une variable d'inflexion. Et comme ça, pour chaque individu, on saura quand lui envoyer son mail, à quelle heure lui envoyer le mail, avec quelle couleur, quelle image mettre en avant, quel texte appuyer sous l'image, etc. Donc là, ça va être vraiment adapté à chaque individu. Donc on va jouer sur tous ces paramètres pour le rendre, s'il est déjà scoré appétant, le rendre encore plus appétant, et s'il n'est pas scoré appétant, essayer de le faire basculer dans le groupe des personnes appétantes. Alors, comment démarrer son projet? Alors, donc on est sur un mode itératif, sur un projet en mode agile. Donc il s'agit, on démarre par le choix de la problématique. Donc il s'agit d'identifier en interne une question, un cas d'usage. Et par exemple, sur les problématiques sur lesquelles nous travaillons actuellement, il y a celle d'une agence de voyage spécialiste des séjours et circuits sur mesure. Il nous pose la question suivante: qui sont les repeaters parmi mes nouveaux clients? Qu'est-ce que je dois leur proposer? Par quel canal? Donc on va collecter les données. Deuxième étape, on va collecter les données. Donc les fameuses bases clients avec les 6 champs dont vous a parlé Lolita. La base des communications, tout l'historique de base de communication et la base produits, donc leur catalogue produit pour pouvoir construire l'inflexion, et puis celle des ventes, donc les ventes qui ont été réalisées, pour pouvoir créer la variable cible, à savoir qui est acheteur de quel séjour. On collecte donc les datas sous forme de fichiers plats ou via une API, avec un minimum donc, de 5000 lignes, comme on vous l'a expliqué précédemment.
La création du modèle est assez rapide, elle prend quelques jours pour créer un modèle, et si le modèle fournit au-delà de 70% de bonnes prédictions, le modèle est validé. Si vous voulez rentrer plus dans le détail sur notre processus de modélisation, je vous renvoie au premier webinaire qui rentre un peu plus dans le détail dans notre processus de création. Voilà. Ensuite, donc, on livre le modèle avec le classement des individus scorés et le chemin d'inflexion détaillé pour chaque individu pour le déploiement marketing. On le met à dispo, ce modèle, on le met à disposition dans l'espace client de la plateforme SaaS dont Lolita va vous parler tout à l'heure. Et ensuite, on rentre dans une phase d'apprentissage qui est d'environ 3 mois pour vérifier la fiabilité des prédictions. Donc, durant cette période-là, c'est une étape de validation des prédictions que le client fait pour continuer à ce que les modèles continuent d'apprendre et à contribuer à rendre le modèle encore un peu plus robuste. Donc, ensuite, et à partir de là, une fois que le modèle à passer cette étape d'apprentissage, eh bien, vous pouvez passer toute nouvelle base de contact que vous avez obtenue dans le modèle, et le modèle s'appliquera et fonctionnera également sur ces nouvelles bases. Sous réserve que la question reste bien sûr la même. Ensuite, on peut connecter ce dispositif, on peut connecter donc ces résultats aux différentes applications métiers, que ce soit un CRM, une plateforme de marketing automation, un outil d'envoi d'emailing. Donc vous avez aussi la possibilité de connecter et d'alimenter en direct ces différents outils pour agir en temps réel. Et donc ensuite itératif, puisque à partir de là, le client nous pose ensuite une deuxième question et retourne dans ce même processus opératoire. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Lolita qui va rentrer donc, qui va nous montrer comment ça se passe vraiment quand on est sur la plateforme Ethic Data. Cette plateforme, vous verrez, elle a été vraiment conçue pour que tout type d'entreprise de toute taille puisse facilement créer son propre modèle prédictif et ça de manière très facilement et rapidement. Donc là, nous allons passer sur... on va partager notre écran. Donc, voilà. Là, voilà. Et voilà. À toi, Lolita. Alors, donc là, on est sur la plateforme. Donc, là, c'est une personne qui s'est déjà connectée, qui est déjà dans son compte. Donc, il va démarrer l'expérience pour créer son premier modèle. Donc, pour créer le modèle, on va le nommer d'abord. Donc, modèle, par exemple, classique, client, non client. Quelles questions souhaitez-vous répondre? Qui sont mes clients? Donc là, voilà, on nomme le projet, on indique la question à laquelle on veut répondre. Ça, c'est juste pour avoir un historique et pouvoir récupérer et trouver facilement son modèle après. Donc là, pour utiliser le modèle, il faut d'abord lui donner la base sur laquelle il va se créer, donc la base d'apprentissage. Donc, on la télécharge, on la met, et voilà, on télécharge le fichier. Donc, il faut donc dans le fichier, il faut les 6 variables obligatoires dont on a parlé précédemment, qui sont donc le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville et le mail. Si on a d'autres variables, on peut les mettre. Il faut savoir juste que pour utiliser un modèle, il faut qu'il soit utilisé sur une base de données qui contient les mêmes informations. Donc là, si on met la civilité et l'âge qu'on a dans notre base d'apprentissage, il faudra aussi qu'on les retrouve dans la base de prospection si on veut utiliser le modèle dessus. Et donc là, on a la variable cible, donc qui va permettre de créer le modèle. Donc là, on va dire que si dans la colonne segment 10, on a la modalité client, c'est l'issue favorable. Et si on a la modalité non client, c'est l'issue défavorable.
Donc on laisse comme ça. Après, ça peut s'adapter à beaucoup de choses, à un panier moyen supérieur à une certaine somme, enfin tout type de données pour répondre à la question. Donc là, on passe à l'étape suivante. On a bien dit à notre ordinateur comment on voulait que le modèle soit créé. Donc il répond à la question client, non client. Il y a bien un minimum de 5000 lignes, donc on peut maintenant générer le modèle sur cette base de données. Donc là, pour générer le modèle, la base va être mise au propre, c'est-à-dire qu'on va enlever s'il y a un numéro dans la colonne nom, etc., on va un peu nettoyer. Ensuite, on va passer à la phase d'enrichissement, c'est-à-dire qu'on va rattacher à chaque individu à peu près entre 800 et 1200 variables qui vont permettre d'augmenter les performances du modèle. Donc, comme on l'a dit avant, les variables, c'est des données de l'INSEE, donc qui vont donner des idées sur le contexte où vit la personne, quelle est la part d'ouvriers dans cette zone, est-ce qu'ils ont accès aux commodités, etc. Donc là, le modèle a été créé, il obtient un score de 79%, donc au-dessus de 70%, il est validé, on va passer à la phase d'apprentissage. Donc là, on a un petit récapitulatif, donc le nombre de lignes non géocodées, 33, le nombre de lignes sans la variable cible, donc qui ont été supprimées, le taux de vrai positif, donc combien de fois l'algorithme a eu raison quand il a prédit qu'une personne était cliente, et le taux de vrai négatif, combien de fois l'algorithme a eu raison quand il a prédit une personne non cliente. Donc il faut que ces deux scores soient élevés pour que le modèle soit valable. Donc on a créé notre modèle, maintenant on va essayer de l'utiliser. Donc on récupère le modèle, donc modèle client non client. On va nommer le projet, donc utilisation 1 du modèle client non client. On passe à l'étape suivante et là on va mettre notre base de prospection, donc sur laquelle on va avoir l'information de dans la base de données qui pourra être client et qui ne sera pas client. Donc on télécharge la base et là il faut passer à la même étape, c'est-à-dire qu'on a toutes les colonnes présentes dans la base et il faut les identifier. Je rappelle que ce soit les mêmes que de la base qui a servi à faire le modèle. Donc là on a nom, prénom, adresse, code postal, ville, mail, civilité et âge. On n'a pas la variable cible vu qu'on veut la prédire. Donc on passe à l'étape suivante, on a encore un récapitulatif avec le nom du projet et le nom des lignes. Et là on peut lancer l'analyse. Donc là pareil, la base de données va être nettoyée, enrichie et scorée. Donc là on a donc par individu qui va être, chaque individu va être identifié avec un code, comme ça nous on n'a pas accès aux données, vous avez juste vous le moyen de rattacher par une clé chaque client à son score. Donc là on voit que la première personne a un score de 80%, et donc elle a été prédite client. Là donc c'est classé de l'individu le mieux scoré au moins bien scoré. Donc on a tous les individus et on voit qu'en dessous de 60%, on estime là, on peut changer la valeur. Nous, en dessous de 60%, on va les classer comme non clients. Donc voilà, on a toute la base qui a été scorée. Ensuite, on a une partie vérification, c'est-à-dire que pour la phase d'apprentissage et même après, on a besoin de savoir si nos prédictions ont été justes ou fausses. Comme ça, on réinjecte les données dans le modèle et qui va gagner en performance. Donc là, par exemple, si la prédiction était bonne, je vais cocher vrai, positif, etc. Vous pouvez aussi télécharger le fichier pour remplir plus facilement le retour. Et voilà, donc là, on a le score, donc la partie classique de tout modèle prédictif. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, qui est la partie inflexion. Donc là, il faut se dire qu'on a vu le client avant, qu'on sait qu'il fait des campagnes de mail, de SMS et du call center. Et donc, on a défini avec lui toutes les variables sur lesquelles on peut agir. Donc, on peut agir sur le jour de contact, ils sont ouverts que du lundi au vendredi, donc on ne va pas cocher le samedi ou le dimanche. Les heures de contact, donc s'ils peuvent contacter le matin, le midi ou l'après-midi. Le média, donc par mail, par SMS et par call. Après, ils ont sûrement un nombre limité, par exemple, ils vont envoyer que 1000 mails
50 SMS et faire seulement 10 call centers. Donc là, ça va prioriser les personnes à appeler, lesquelles envoyer un SMS ou un mail. Ensuite, pour le mail, on peut choisir le type d'objet, donc ce sera exclamatif, interrogatif ou un mail d'action. Le nombre de mises en avant par média, donc sur un mail, on peut par exemple mettre 2 produits en avant. Sur un SMS, on n'en mettra qu'un et par call, on n'en mettra qu'un aussi. On peut aussi jouer sur les promotions, donc savoir qu'on va faire des promotions qui vont de 1 à 10 € et qu'on a un montant pour toutes ces promotions de 100 €. Ensuite, on va voir si on veut jouer ou pas sur la météo. Et c'est parti, on peut lancer l'inflexion. Donc là, en plus de la prédiction de client non client, on va avoir la prescription, donc c'est-à-dire comment s'adresser à lui pour qu'il augmente son score. Donc là, voilà, on a toujours l'identifiant de la personne, son score initial, donc qui a été prédit avec le modèle de départ, et toutes les variables sur lesquelles on va pouvoir agir, c'est-à-dire le jour de contact, le média de contact, l'heure de contact, le type d'objet, le montant de la promotion, la mise en avant 1 et 2, la météo. Donc là, on va sur les individus bien scorés, mais ils sont déjà au maximum, donc c'est pas la peine d'agir autrement sur eux. Et là, dès qu'on baisse un petit peu en score, on va avoir des prescriptions, c'est-à-dire que cette personne, DEP133, qui a un score initial de 68%, si on l'appelle donc un jeudi, en lui proposant une promotion de 5 € et mettant en avant ce produit, avec un jour où il fait beau et chaud, on peut atteindre un score de 75%. Pareil pour cette personne, si on lui envoie un SMS en matinée en mettant ce produit en avant, elle va passer d'un score de 65% à 75%. Après, quand on descend, donc dans les personnes qui sont scorées non appétantes, on peut aussi faire de gros sauts de score, c'est-à-dire que là, cette personne est scorée au départ à 52%, si on l'appelle le mardi, si on lui envoie un mail le mardi en matinée avec un objet interrogatif et qu'on met ces 2 produits en avant, on va la faire passer un score de 74%, donc elle va devenir très appétente au produit en question. Après, il y a des personnes sur lesquelles, quoi qu'on fasse, cette personne, par exemple, a un score de 48%. De quelle manière qu'on l'appelle, quel que soit le jour et l'heure, on ne pourra pas la transformer, donc ça ne sert à rien d'investir sur cette personne. Voilà, après, tous les résultats sont téléchargeables, ou on peut même se connecter à vos outils d'envoi de mail et de SMS, où les actions, avec un paramétrage avant, mais seront lancées de manière automatique. Donc tous les mails sont envoyés avec le bon contenu aux bonnes personnes, pareil pour les SMS, etc. Voilà, donc on va revenir à la présentation. Pardon. Hop, hop, voilà. Voilà. Donc, alors nous arrivons là à la... Voilà, là c'était la présentation. Donc là, nous arrivons au terme de la présentation. Si vous souhaitez aller plus loin, nous avons une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire en allant directement sur notre site internet www.ethic-data.com, où on organise également des web démos personnalisées avec la participation d'un data scientist qui permet comme ça d'aller un petit peu plus loin sur des questions bien spécifiques qui vous est propre. Je profite également pour vous inviter à aller également sur notre site pour aller lire ce que la presse dit de notre technologie. Et nous serons, dernière information, sur le salon CRM, Customer Relationship and Marketing, à Cannes les 7 et 8 novembre. Et là, vous pourrez retrouver l'équipe lors de ce salon de 2 jours et nous animerons un atelier solution durant ce salon. Alors maintenant, on va prendre connaissance des questions et on va y répondre. Donc je remonte à Louis. En quoi les données personnelles ont un lien avec la partie prédictive? Est-ce que Louis en a... Alors, sauf si... Ouais. Là, c'est un peu la même question, que vous n'avez pas besoin de critères supplémentaires. En fait, les données personnelles, c'est le nom, le prénom, par exemple, va nous permettre de connaître le sexe de la personne avec une probabilité plus ou moins fiable. Comme l'adresse va nous permettre de rattacher à chaque individu des données probabilisées
surtout son contexte, son environnement, où il habite, quelle est la part de retraités, quelle est la part de foyers avec 3 personnes, etc. Donc toutes ces probabilités vont permettre d'enrichir le modèle et vont être rattachées à chaque individu en fonction de son contexte, en fonction de son nom, de son prénom. On va estimer qu'il a de plus fortes chances à un instant T d'être un retraité qu'un ouvrier, plus de chances d'être en couple avec 2 enfants que célibataire, etc. Et c'est toutes ces données donc de localisation, donc par rapport à l'adresse, au nom et au prénom, qui vont nous permettre d'enrichir grâce aux données de l'open data toutes les bases et de rajouter 1000 variables à peu près. Donc on fonctionne avec des algorithmes probabilistes qui permettent à chaque fois donc d'enrichir l'information avec des algorithmes qui vont probabiliser la réponse à chaque fois. C'est bien ça, hein, voilà. Alors, est-ce que nous avons répondu à votre question, Naomi? Oui, n'hésitez pas à nous le dire. Vincent, c'est plus une présentation commerciale, au final, non. On a présenté, voilà, c'est une technologie qui permet de mettre en avant un enrichissement et une inflexion. Donc il y a une partie de présentation de la solution, mais il y a surtout une démonstration sur comment la technologie de machine learning avec les big data permettent justement d'apporter des réponses à des questions que se posent de nombreuses directions marketing. Donc j'espère malgré tout, Vincent, que vous aurez trouvé les réponses attendues. Franck, comment le modèle sait-il qu'il vaut mieux appeler le soir ou le matin pour un prospect donné? Question intéressante. Alors là, c'est pareil, en fait, si on veut passer dans la phase de prescription, on va avoir besoin des données clients et de toutes les données de communication qui ont été faites. Donc comme ça, le modèle va lui analyser toutes les communications. Il sait que telle personne a réagi à une certaine heure, à un certain contenu, etc. Pour chaque personne, on va avoir ces informations et donc le modèle va identifier donc toutes les combinaisons possibles et voir laquelle sera le plus adaptée à une autre personne qui aura sûrement un profil similaire à une personne qui a déjà été contactée. Là, c'est l'algorithme qui, lui, parmi toutes les combinaisons possibles, va identifier seul la meilleure combinaison. Voilà. Et vous vous basez sur des partenariats pour obtenir ces données? Pour obtenir les données Non, c'est surtout l'open data, donc on utilise les données d'INSEE, les données de DataGouv. Il y a plein de données en fait sur l'INSEE, on a beaucoup de données de contexte, donc sur ce que je disais, plein de probabilités sur comment est la population, quels sont les logements, etc. Après sur DataGouv, on a plein la localisation de tous les points d'intérêt, les hôpitaux, les aéroports, etc. Après on a des bases de données internes. On a 20 000 rattache. Ouais. Et après, des données estimées en fonction du nom, du prénom, etc. L'open data n'est pas ouvert à tous? Si. Comment avez-vous les informations nécessaires? Enregistrez-vous les communications précédentes? Est-ce compatible avec la RGPD? Comment avez-vous les informations nécessaires? Les informations, alors ce qui ne provient pas de l'enrichissement, mais les informations de base dont nous avons besoin pour venir créer le modèle, ce sont des données que le client nous communique, donc l'historique des communications, la base de données client qui peut être, et là je fais le lien avec la RGPD, qui peut être anonymisée, donc le nom, prénom, ça peut être un ID, et remplacer, et nous ce que l'on a besoin dans l'adresse mail, c'est simplement ce qui est après le @ donc @gmail, @yahoo, voilà. Donc on peut tout à fait travailler sur de la donnée anonymisée. Donc les communications avec l'historique, voilà, des messages qui ont été envoyés, les résultats que cela a généré. Donc l'idée c'est de bâtir son apprentissage sur sur les événements passés pour pouvoir ensuite prédire les événements à venir. Alors, je crois que c'est Franck. Info nécessaire pour savoir s'il faut appeler le soir ou le matin.
Mais là, en c'est lien avec la question c'est précédente. l'historique des communications. Donc, il faut avoir pu observer, toujours, il faut avoir pu observer l'événement pour créer un modèle prédictif. Donc, si on a déjà observé des personnes qu'on a contactées le soir, ou le matin, ou l'après-midi, on va pouvoir après passer dans un modèle prédiction. Par exemple, la question, c'est, ça pourrait être, est-ce qu'il faut appeler le soir ou le matin? Donc, si on a une base d'apprentissage avec des personnes qu'on a appelées le soir, le matin, savoir si elles ont été appétentes ou non, on peut faire un modèle qui va scorer, il faut appeler le soir ou le matin. Après, ça va passer, pour l'inflexion, il faut juste l'historique de tout ce qui a été fait en termes de communication pour pouvoir observer l'événement et le reporter sur une base de prospection. Voilà. Franck, ok, est-ce compatible avec la RGPD? Oui, donc comme je l'expliquais, on peut anonymiser les données, la donnée d'identité pour ne, voilà, donc on a et on fonctionne sur un ID. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas, est-ce que ça répond à votre question, Franck? Non. Ah, alors, qu'est-ce que, voilà. Donc, pendant que Franck pose la question, donc vous pouvez, voilà, là vous avez nos coordonnées si vous souhaitez poursuivre cet échange le matin et que le contact était alors, si on sait que l'on a appelé quelqu'un le soir et le matin et que le contact était meilleur le soir, avez-vous enregistré ces conversations? Non, on n'enregistre pas les conversations. On ne traite pas ce type de données. Voilà. Non, on sait que la personne, nous, c'est plutôt mail, SMS ou call center, donc on va savoir qu'il y a eu un appel le soir ou le matin et que la personne a répondu favorablement ou défavorablement, et c'est tout. Voilà, donc nous arrivons, il est 12h15, on a Franck, voilà, merci à vous Franck. N'hésitez pas Franck à nous contacter si vous voulez qu'on continue la discussion. Ça sera avec grand plaisir. Il est 12h15, voilà, on a dépassé notre temps imparti. On espère que cela vous a intéressé. On va vous envoyer la présentation. On vous remercie Franck, on vous remercie infiniment. Merci, bon après-midi Vincent. Bon match, oui, effectivement. Et puis écoutez, au plaisir de pouvoir échanger de nouveau lors d'un prochain échange. Allez les Bleus. Merci bien, à très bientôt. Au revoir.